je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Samedi Politique, un numéro du Samedi Politique où nous allons faire un tour d'horizon assez large de la politique internationale à tout ce qui se trame au Palais Bourbon. Nous sommes à une semaine des élections européennes et tout se bouscule, les déclarations guerrières d'Emmanuel Macron, la foire d'empoigne à l'Assemblée nationale autour du conflit israélo-palestinien, la législation sur l'euthanasie et puis bien sûr la gestion erratique des finances. C'est tout ce que nous allons voir dans cette émission, mais comme chaque semaine, je compte sur vous pour le succès de cette vidéo aussi. Pensez bien sûr à la relayer au maximum, pensez à laisser vos commentaires juste en bas, je les lis et j'y réponds. Et puis bien sûr, cliquez sur le fameux pouce en l'air, ça prend 1 seconde et ça améliore considérablement le référencement et ça tord le bras de YouTube. Alors ne vous gênez pas, à tout de suite. Et à mes côtés aujourd'hui pour cette émission, Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour monsieur. Bonjour Élise Blaise. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président de Debout la France, député de l'Essonne. Vous siégez en non-inscrit. Vous êtes également membre de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Alors l'ambiance en ce moment au Palais Bourbon a l'air particulièrement mouvementée et intense. C'est paradoxal parce que depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir en 2017, donc, on a le sentiment que le Palais Bourbon s'est un peu transformé en chambre d'enregistrement. Bon, actuellement, Emmanuel Macron n'a plus de majorité depuis 2022, donc il y a un vrai changement. Mais il passe en force. Il essaye de passer en force, et puis surtout, certains députés, une minorité, mais nous font honte. Et moi, j'ai jamais vu ça. Voir 2 députés se disputer devant les caméras, s'agresser, enfin, jusqu'où on va aller? Et si les députés ne gardent pas leur sang-froid dans les moments graves, comment les Français peuvent nous respecter? Donc il y a un vrai problème de comportement. Et puis il y a un problème aussi de fond, c'est comme il n'y a pas de politique nationale forte, comme on a un président de la République qui est évanescent, qui change tout le temps de position, notamment en matière de politique étrangère, eh bien il y a le repli dans tout le pays sur des communautarismes extrêmement dangereux, et on l'a vu cette semaine, avec le drapeau palestinien brandi par LFI, avec les réponses de Meyer Habib, avec les insultes d'un autre député LFI à son encontre. Enfin bref, c'est sans fin et c'est tragique. Je vous propose justement qu'on revoie ces images, même si elles sont tragiques. Monsieur Delangu, vous avez un rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Ça nous concerne. Comment vous leur donnez la parole? Barre-toi d'ici, toi, va-t'en. À qui tu parles? À toi, je te On n'a parle. pas élevé les cochons ensemble, alors respecte un peu C'est toi le cochon. T'es dans la boue du génocide. Tu sais quoi, la boue du génocide délibéré des otages, vous n'avez pas honte. Apologie du génocide, Quelle apologie du génocide? Moi, je regrette la mort de tous les enfants. S'il y avait justice dans ce pays, vous serez poursuivi en justice, monsieur. Ce monsieur est un porc. Il fait honte à la France. Il fait honte au pays. Voilà. C'est du jamais vu, ça, Nicolas Dupont-Aignan? Ah, je crois que c'est du jamais vu. Et puis surtout, c'est l'importation sur notre sol par les représentants de la nation d'un conflit extérieur. Et c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on voit bien que nous sommes un pays qui se communautarise. Et moi, je maintiens ma position. J'ai dénoncé le massacre organisé par l'organisation terroriste du Hamas en Israël. J'ai soutenu Israël dans cette épreuve monstrueuse, mais j'ai aussi l'honnêteté de dire que la manière dont Netanyahou bombarde Rafah et est en train de pousser les Palestiniens dans les bras du Hamas, sans aucune perspective politique, est une folie. Folie pour la paix, folie pour Israël, folie pour nos pays, puisque cela pousse toute une jeunesse dans les bras des frères musulmans en France. Donc, la situation est grave. Et ce qui est tragique, c'est qu'il n'y a pas un président de la République ou un ministre des Affaires étrangères qui a une position. Ça a changé. Au début, Emmanuel Macron n'a pas été en Israël en soutien d'Israël, après le 7 octobre. Après, il y est allé, il a demandé une coalition anti-Hamas que ne demandaient pas les Israéliens. Il s'est ridiculisé. Après, il n'a pas été reçu par les pays arabes. Après, il a voté à l'ONU des résolutions très pro-palestiniennes. Donc il n'y a pas de ligne. Et imaginez qu'on n'a plus de ministre des Affaires étrangères.
Si, c'est Stéphane Séjourné. C'est qui? Non mais, un nul de nul. Je suis désolé de le dire dans ces termes, mais vous imaginez la France, le pays, enfin la France, mon pays, qui a eu Couve de Murville, qui a eu Michel Jobert, qui a eu des grands ministres des Affaires étrangères, même Alain Juppé, si je ne suis pas de son côté, qui a eu Dominique de Villepin, qui a eu Hubert Védrine sous Mitterrand. Et Stéphane Séjourné. Et Stéphane Séjourné, un apparatchik macroniste qui ne sait pas aligner 2 mots de français. Mais c'est pathétique. Et pourquoi? Parce qu'il faut essayer de prendre du recul. Pourquoi les communautarismes se développent et ce conflit est importé sur le sol français? Parce qu'en vérité, il n'y a pas de transcendance nationale par les autorités politiques. Et je crois que enfin, en tout cas, mon devoir, moi, modestement, c'est de dire, voilà, si j'étais en responsabilité, quelle serait la position de la France? Et on n'en change pas. Soutien indéfectible à Israël quand il est attaqué sur son sol, mais aussi perspective politique de 2 États palestiniens, car si on ne comprend pas que si on ne donne pas une perspective d'un État palestinien avec une autorité qui reconnaît Israël, on va renforcer le Hamas. Et où j'en veux beaucoup à Benjamin Netanyahou, moi je le dis carrément, je sais que c'est pas politiquement correct, c'est que depuis qu'il a été au pouvoir, il a renforcé le Hamas pour éviter un État palestinien. Et il paye très cher. Et au détriment de son peuple. Mais bien évidemment. Et d'ailleurs en Israël, aucun homme politique français ose le dire, à part Dominique de Villepin. Mais en Israël, il y a beaucoup de gens qui contestent Netanyahou parce qu'ils sentent bien que ce qu'il est en train de faire est une pure folie, pour Israël même. Et moi j'en ai assez que l'on traite d'antisémite toute personne qui dit que ce sionisme délirant ruine Israël. Je suis un soutien d'Israël quand il est attaqué. Je veux qu'Israël vive en sécurité dans ses frontières originelles. Mais je le dis aussi, il faut avoir l'honnêteté de défendre un État palestinien. Sinon, c'est le Hamas terroriste qui va emporter la mise. Et beaucoup d'Israéliens le disent, même des généraux israéliens. Il y a des manifestations en Israël, mais en France, c'est silence radio. Comme si en France, on n'avait plus le droit d'émettre une position équilibrée, ferme et juste. Et je crois que s'il y a tant de repli sur soi des communautés, s'il y a une jeunesse qui est manipulée par la France insoumise, bien sûr, c'est parce qu'il n'y a plus une voix nationale forte. C'est très grave ce qui se passe. Donc je crois que vraiment il y a urgence à remettre une église au milieu du village, si je puis dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Si je résume votre position, donc c'est toujours la solution à 2 États. Tout à fait. Et évidemment la reconnaissance de l'État de Palestine. Bien sûr. Je crois qu'il faudra y arriver. S'il fallait le faire en ce moment. Alors, parce que c'est est-ce qu'il faut le faire tout de suite ? Ce n'est pas le bon moment. Oui, mais c'est jamais le bon moment. Plus on tardera, plus le Hamas prendra l'ensemble des Palestiniens avec lui et on ne résoudra pas la crise parce que Israël croit détruire le Hamas. Mais tant qu'il faut détruire le Hamas, bien sûr, j'ai aucune sympathie avec le Hamas, c'est une organisation terroriste qui prend en otage les Palestiniens. Mais si... Enfin, il prend en otage aussi des Israéliens. Bien sûr, il faut libérer les otages. Et c'est abominable. Mais pour combattre le Hamas, il faut proposer aux Palestiniens raisonnables, et il y en a, une solution alternative. Si on bouge toutes les voies alternatives, le Hamas sera le seul réceptacle des Palestiniens. Si je peux me permettre, à l'époque, on considérait que l'alternative possible au Hamas, c'était le Fatah. C'est l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Tout à fait, qui est complètement décrédibilisée. Mais pourquoi elle est décrédibilisée aussi ? Parce qu'Israël a tout fait pour la décrédibiliser aussi. Et si on ne fait pas émerger une autorité palestinienne, de Palestiniens qui reconnaissent Israël, qui veulent la paix avec Israël, eh bien jamais on n'y arrivera. Jamais. Et je crois que ce n'est pas l'intérêt d'Israël. Et beaucoup d'Israéliens le disent. Il y a Elie Barnavi, ambassadeur d'Israël en France pendant des années, qui écrit des articles parfaits, du moins de mon avis, ou je suis de son avis plus exactement. C'est aux Israéliens en démocratie de décider, bien sûr. Ce qu'ils vivent est abominable, les Israéliens. Donc il ne s'agit pas de dire je nie leur martyre, je nie... Bien sûr, mais il faut combattre le Hamas, mais il faut donner une perspective politique. Parce qu'une guerre ne peut pas être gagnée s'il n'y a pas une perspective politique. Et enfermer 2 millions de personnes dans l'enclave de Gaza, les déplacer et les bombarder, sans s'attaquer d'ailleurs au chef du Hamas qui se protège ailleurs, au Qatar et ailleurs,
Je ne crois pas que ce soit la bonne solution, honnêtement. Alors c'est facile de donner des leçons de Paris. Je comprends que les Israéliens ne le supportent pas bien. Mais il y a un vrai débat en Israël et je ne vois pas pourquoi un homme politique français et un gouvernement français n'auraient pas le droit d'émettre la voix de la France. Mais il n'y a plus de voix de la France, il n'y a plus de France. Il y a un clown. Donc c'est pour ça que ça ne va pas. Et vous voyez que le conflit s'importe sur notre territoire, que Mélenchon instrumentalise ça, que LFI est abominable. Précisément, est-ce que ce n'est pas cette crainte de l'exportation du conflit jusque chez nous, voire de l'aggravation de cette exportation du conflit, qui pousse Emmanuel Macron à rester quasiment silencieux sur ce sujet? Mais c'est pas bon, parce que la France, c'est la France. Quand la France ne s'exprime plus, n'a plus de ligne claire, ben les Français sont orphelins de la France. Et quand les Français sont orphelins de la France, ils se replient sur leur communauté. Et les démagogues, comme Jean-Luc Mélenchon, qui surfent dessus, vont récolter la mise dans une certaine jeunesse. Et puis de l'autre côté, il y aura le désespoir. C'est pas bon. Donc moi, je crois qu'il faut savoir à la fois défendre Israël comme je l'ai toujours défendu, et les Israéliens le savent, mais en même temps, oser dire quand même qu'à un moment, s'il n'y a pas une voie équilibrée, ça ne marchera pas. D'ailleurs, Nicolas Sarkozy, je ne suis pas souvent d'accord avec lui, l'a très bien dit dans une interview au Figaro cette semaine. Voilà, il a eu l'expression, c'est l'intérêt d'Israël et c'est l'intérêt des Palestiniens. Et on a beau prendre le problème par tous les bouts, la solution à 2 États est la seule solution. Voilà. Quand vous entendez le procureur général de la Cour pénale internationale requérir un mandat d'arrêt international contre Benyamin Netanyahou, alors là, ainsi que son ministre... je ne mettrai jamais sur le même plan, mais je le dis clairement, le Hamas terroriste est un gouvernement élu. Voilà. Bien sûr. Donc, je ne le mets pas sur le même plan. Pour autant, je pense que Benjamin Netanyahou se maintient au pouvoir pour se maintenir au pouvoir et que les Israéliens n'en peuvent plus. Enfin ça, si je peux me permettre, c'est pas l'objet du mandat d'arrêt international. Mais je condamne la Cour pénale internationale, en mettant sur un même plan les deux, va bien sûr beaucoup trop loin. Et je condamne cela. Soyons clairs. Je n'ai jamais mis sur le même plan les terroristes du Hamas et le gouvernement israélien. Je dis en revanche que la France devrait s'exprimer fortement pour dire oui à attaquer le Hamas, à le traquer, mais non à faire du peuple palestinien un martyr. Parce que ce n'est pas rendre service à Israël. Et beaucoup d'Israéliens le disent. Et au nom de quoi un homme politique français n'aurait pas le droit de le dire? Alors il y a un terrain sur la scène internationale sur lequel Emmanuel Macron se répand, s'exprime beaucoup plus. C'est évidemment celui de la guerre en Ukraine. Après avoir évoqué l'hypothèse d'envoyer des troupes au sol, il a franchi un nouveau cap lors de son voyage en Allemagne. Je vous propose qu'on l'écoute. On l'écoutera également Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, et puis derrière la réponse de Vladimir Poutine. La France a toujours le même cadre d'action en Ukraine. Nous soutenons l'Ukraine pour résister et défendre son territoire, et nous ne voulons pas d'escalade. C'est le même cadre dans lequel nous voulons intervenir. Ce qui a changé, c'est que la Russie a un peu adapté ses pratiques. Plusieurs d'entre vous, dont un bon journal du soir en France, ont sorti cette carte, qui est très juste, mais qui vous montre que le sol ukrainien est attaqué, de fait, depuis des bases, et qui sont en Russie. Alors comment on explique aux Ukrainiens qu'il va falloir protéger ces villes, et au fond tout ce qu'on voit en ce moment autour de Kharkiv, si on leur dit vous n'avez pas le droit d'atteindre le point d'où sont tirés les missiles? En fait, on leur dit on vous livre des armes, mais vous ne pouvez pas vous défendre. Donc nous, on reste exactement dans le même cadre. On pense qu'on doit leur permettre de neutraliser les sites militaires d'où sont tirés les missiles, et au fond les sites militaires depuis lesquels l'Ukraine est agressée. Mais on ne doit pas permettre de toucher d'autres cibles en Russie, et évidemment des capacités civiles ou d'autres cibles militaires. Quand c'est depuis des cibles identifiées en Russie que l'Ukraine est agressée, eh bien je pense qu'on doit pouvoir leur permettre de le faire si on veut véritablement retenir notre objectif. Et je crois pouvoir dire que factuellement nous ne sommes pas escalatoires en faisant cela, puisque c'est la Russie qui s'organise de cette façon. Je pense que le moment est venu pour les alliés de l'OTAN d'envisager de lever certaines des restrictions imposées à l'utilisation des armes qu'ils ont données à l'Ukraine. En particulier maintenant que de nombreux combats se déroulent à Kharkiv,
près de la frontière. Refuser à l'Ukraine la possibilité d'utiliser ses armes contre des cibles militaires légitimes sur le territoire russe rendrait sa défense très difficile. Ce ne sont pas des militaires ukrainiens qui se préparent, mais des représentants des pays de l'OTAN. Mais voilà, ces représentants des pays de l'OTAN, en particulier en Europe, en particulier dans les petits pays, ils devraient être au moins conscients de ce qu'ils jouent. Ils doivent garder à l'esprit qu'il s'agit généralement d'un petit pays avec une population très dense. Et c'est un facteur qu'ils doivent garder à l'esprit avant de parler de frapper au plus profond du territoire russe. Qu'est-ce que vous évoque cette séquence qu'on a vue dans son entièreté, j'allais dire, avec Emmanuel Macron qui évoque cette possibilité pour les Ukrainiens d'utiliser les armes occidentales pour frapper sur le territoire russe, d'où partent les missiles, puis Jens Stoltenberg qui finalement a exactement la même position qu'Emmanuel Macron, et Vladimir Poutine qui derrière menace clairement ces pays. Je suis très inquiet. Je n'ai jamais été aussi inquiet. Parce que on voit bien qu'on a à la tête de la France quelqu'un qui met en danger les Français. Jusqu'à maintenant, il y a eu un très bon article que je vous invite à lire de Pierre Lelouch sur la situation. Jusqu'à maintenant, il avait été décidé que pour éviter une surenchère nucléaire, je pèse mes mots, entre la Russie, puissance nucléaire, la France, l'Angleterre et les États-Unis, puissance nucléaire, il n'y avait pas de soldats occidentaux de l'OTAN sur le territoire ukrainien et que les armes qu'on livrait ne pouvaient pas servir à attaquer la Russie, ni bien sûr qu'on ne tolérait pas que la Russie attaque les pays de l'OTAN, Pays-Bas, Pologne. Je me fais l'avocat du diable, pardon Nicolas Dupont-Aignan, mais c'est compréhensible ce qui explique Emmanuel Macron. Non, mais attendez. Quand il dit ça part de Russie, il faut bien taper les cibles. Sauf que si... Donc, il y avait bien l'idée de restreindre le champ de bataille à l'Ukraine. À partir du moment où Emmanuel Macron, seul, contre l'avis des Allemands, des Italiens et de Joe Biden, des Américains. Mais d'accord avec l'OTAN, visiblement. Oui, mais contre l'avis des États-Unis. Veut faire de la surenchère, c'est-à-dire livrer des armes, avec l'Angleterre d'ailleurs, pour atteindre le territoire russe, il met le doigt dans un engrenage fatal pour la France. Il dit que ce n'est pas escalatoire. Mais il nous prend pour des imbéciles. Il joue avec le feu. Il a une allumette près d'une poudrière. C'est dangereux. Est-ce que c'est l'intérêt de l'Ukraine et est-ce que c'est l'intérêt de la France ? D'abord, est-ce que c'est l'intérêt de la France ? Non. Pour une raison simple, c'est que moi, je n'ai pas envie qu'on risque la vie de Paris, Bordeaux, Marseille pour un conflit localisé qui ne nous concerne pas. Et je pèse mes mots. Et j'en ai assez de la classe politique française qui a peur de le dire. Bon. Deuxième Donc il faudrait totalement se désengager ? Oui. Deuxième point. Est-ce l'intérêt même de l'Ukraine ? L'Ukraine est prise en otage par des jusqu'au-boutistes, Zelensky et sa bande corrompus, qui sont soutenus par des anglo-saxons américains qui ont mis des bases en Ukraine de la CIA, c'est prouvé par le New York Times, qui ont avancé et qui ont provoqué la Russie. La Russie, de son côté, a eu tort de réagir comme cela, on est d'accord. Je ne suis pas pour la Russie. Je dis simplement qu'il y a une voie de paix possible, qu'elle a été négociée en 2022 à Istanbul, qu'il y avait un accord entre les Ukrainiens et les Russes qui permettait la vraie désescalade. Et que ce sont des gens comme Macron, comme les Anglais, qui ont mis de l'huile sur le feu. Parce que le résultat de tout ça, si on prend un peu de recul, c'est quoi ? C'est une boucherie en Ukraine. On est en train de liquider la jeunesse ukrainienne. C'est de la folie. C'est deuxièmement de pousser les bras de la Russie dans ceux de la Chine. Le commerce entre la Russie et la Chine a doublé. C'est de tuer l'industrie européenne, puisqu'on a supprimé le gaz russe et qu'on paye notre gaz 4 fois plus cher, du gaz américain. Folie économique. Et en plus, dernier point, pour finir le tableau,
les Américains continuent le commerce avec la Russie. On a découvert tout récemment, Fabien Bouglier, que vous connaissez bien, a révélé, en communiquant les notes du Trésor américain, qu'il n'y avait pas de sanctions bancaires sur les fournisseurs d'énergie. Que les États-Unis continuent à importer de l'énergie russe. Et que les banques américaines ont le droit d'assurer les cargaisons, de les financer. Donc, comment vous expliquez, mais que la Russie elle-même participe à ce jeu dupe sans communiquer là-dessus? Mais parce que la Russie, ainsi, est protégée d'une certaine façon par les Américains. Pourquoi? Parce que les Américains ont atteint leur objectif. Le gazoduc a été fait sauter, l'industrie allemande est ruinée, la diplomatie française, qui était auparavant indépendante et qui permettait d'avoir une aura en Afrique, en Amérique latine, est discréditée. Ils ont tout gagné. Ils ont créé un abcès de fixation sur la doctrine Brzezinski de couper l'Europe occidentale de la Russie. Ça, c'est fait. Donc, il faut laisser le conflit vivre, une cicatrice béante, mais il ne faut pas aller trop loin parce que les États-Unis importent de l'uranium enrichi de Russie. Alors, ils ont dit qu'il y aurait un embargo en fin 2024 ou en juin 2024. Mais il y a une exception pour le gaz, le pétrole, etc. Tout continue. Mais qui est puni? Qui paye l'addition? Les Européens. Les Européens, d'abord les pauvres soldats ukrainiens, bien sûr, qui meurent. Ensuite, les soldats russes, qui meurent aussi. Ensuite, les chômeurs allemands et français, l'inflation et une Europe qui est vassalisée par les Américains, d'un côté, et une Russie qui va être vassalisée par la Chine. C'est le plus grand gâchis du XXIe siècle. C'est une folie. Alors bien sûr, il y a toute la presse Atlantis française et tous les médias qui en rajoutent. Oui, bien sûr, la Russie a envahi une partie de l'Ukraine, oui. Alors est-ce que la Russie va envahir l'Europe? Pas du tout. Elle est déjà incapable d'envahir toute l'Ukraine. Donc, c'est faux. C'est une peur exagérée. En revanche, c'est vrai qu'il y a un conflit localisé, qui est un conflit entre Slaves, qu'une partie de l'Ukraine était russe depuis 400 ans. Nicolas Sarkozy le dit dans son interview. Tous les gens raisonnables disent il faut trouver un compromis entre les Russes et les Ukrainiens. Il ne faut pas sacrifier, d'abord, l'avenir du continent européen en mettant de l'huile sur le feu. Deuxièmement, la petite escalade que fait Emmanuel Macron est dramatique pour une raison simple. Quand on va dans une guerre, c'est qu'on réfléchit peut-être à la suite. Est-ce qu'on a les forces conventionnelles pour entrer en guerre avec la Russie? Non. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va envoyer des militaires français servir d'instructeurs, parce qu'il n'y a pas que l'affaire des tirs. Vous avez vu que cette semaine, ils veulent envoyer des instructeurs, c'est-à-dire des militaires français. Ça veut dire qu'ils vont être victimes d'une boucherie. Alors les instructeurs, c'est pour former normalement les soldats ukrainiens. Attendez, quand on envoie des militaires sur un théâtre d'opération pour envoyer des bombes sur la Russie... C'est pas forcément sur le théâtre d'opération, les instructeurs. Attendez. Mais il est fort probable d'ailleurs qu'il y en ait déjà. C'est se payer de mots. Oui, mais en contradiction avec le respect de la Constitution. C'est un secret de polichinelle. Pour former les Ukrainiens sur les camions César, il faut bien qu'il y ait des instructeurs. En tout cas, officiellement, il n'y en a pas. Et s'il y en a, ça veut dire qu'Emmanuel Macron méprise le Parlement et viole la Constitution qu'il est censé respecter et même garantir. Donc, d'abord, vraiment, je veux le dire à ceux qui nous écoutent, ils disent « Ouais, il faut aller contre la Russie ». Alors, on fait quoi? On envoie des militaires, ils se font tuer. On répond comment? On envoie quelle armée conventionnelle? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste que la bombe atomique. On va envoyer la bombe atomique sur Moscou pour un conflit en Ukraine qu'on aurait pu régler par une paix séparée, intelligente, au risque de sacrifier les Marseillais, les Bordelais ou les Parisiens? Mais cet homme est devenu fou. Et tout ça, il le fait pourquoi? Moi, je vais vous dire pourquoi il le fait. Parce qu'il est tellement impopulaire, tellement perdu dans son propre pays, tellement incapable de faire respecter l'ordre à Marseille. Avant d'aller en Ukraine, il faudrait peut-être envoyer l'armée dans les quartiers à Marseille, contre les narcotrafiquants. Avant d'envoyer l'armée en Ukraine, il faudrait peut-être retrouver le fugitif Amran machin, qui a été enlevé à Évreux avec 2 morts. Donc, tout ça est grotesque, gravissime. Je pèse mes mots. Et donc, moi, je pense que quand on est un chef d'État, on doit être prudent. Bien sûr que ce conflit ne me plaît pas. Bien sûr qu'on pourrait monter sur ces ergots de petits coqs. Mais est-ce qu'on a les moyens de le faire sans avoir une escalade nucléaire? Non.
Donc ça veut dire que le risque que prend Emmanuel Macron, c'est une escalade nucléaire. Ou alors le déshonneur complet, la décrédibilisation complète de la France. Ou alors, peut-être qu'il envoie des soldats français à la boucherie pour simplement sauver Madame Hayé, tête de liste européenne, et pour briller le 6 juin. Parce qu'il y a aussi quand même quelque chose qui me choque. C'est que le 6 juin, il va y avoir Zelensky. On va fêter le 80e anniversaire du débarquement en Normandie. Quelle honte. En présence de Joe Biden et Volodymyr Zelensky. Qui a donné comme rue, artère principale, comme nom des Champs-Élysées de Kiev, le nom de Bandera, qui a été le complice d'Hitler. Mediapart, c'est pas un média qui nous est favorable, ni vous, je crois, ni à moi. Hein. Mediapart a révélé qu'on a entraîné en France des soldats ukrainiens qui avaient la croix gammée et qui fêtaient l'anniversaire d'Hitler. Alors, je ne rejoins pas la thèse de Poutine qui dit que tous les Ukrainiens sont néo-nazis, c'est stupide. Bien entendu. Et excessif. Mais quand même, moi, ça me fait mal qu'on entraîne en France, moi, fils de résistants et des gens qui aient l'enseigne néo-nazie, qu'on ait Zelensky qui vienne parader pour les 80 ans du débarquement et que les Russes soient absents. Moi, je vous le dis comme je le pense. Les Russes ont libéré l'Europe. Je ne l'oublie pas. Voilà. Donc... les Russes et non les Américains ? Les Américains aussi, bien sûr. Mais les Américains ont pu faire le débarquement parce que les Russes étaient de l'autre côté. Et ça ne veut pas dire que je suis pro-russe. Mais il y a quand même une histoire. On ne va pas la tordre à ce point-là. On ne va pas inverser tout. Bref, c'est le monde à l'envers. Mais on est dans la communication. On est dans la posture. Sauf que là, ils jouent avec la vie des Français. Et je pense sincèrement que ce conflit peut être désamorcé. Je pense qu'on aurait une vraie France. Eh bien, la France, aujourd'hui, dirait nous proposons une voie de paix. J'ai proposé un plan de paix dès le 7 mars 2022, qui est tout à fait valable, et qui a été repris, enfin, qui n'a pas été repris, parce que je n'ai pas cet orgueil, mais c'était le même qu'ont signé d'ailleurs Poutine et Zelensky. Donc vous imaginez, 2022, on est en train de suicider un continent. On imagine aujourd'hui que les négociations n'auraient pas les mêmes bases, sans non, doute. Bien sûr, mais il faut trouver une solution. De toute façon, on en est à quelle solution? C'est que la Russie occupe le Donbass, que même si vous faites un référendum d'autodétermination au Donbass, probablement les russophones voteront pour la Russie. Il a déjà été fait. Il a déjà été fait, bon alors on peut le refaire. Ah, et pourquoi pas le faire avec Nouvelle-Calédonie ? Pourquoi pas le faire avec des soldats de l'ONU d'ailleurs? Et moi je ne suis pas pour dire la Russie, on doit céder tout à la Russie. Mais on voit bien qu'on est parti dans une folie collective. Et les guerres mondiales naissent parfois de folie collective. Donc est-ce qu'on ne peut pas dire stop? Est-ce qu'on ne peut pas se poser? Est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver une voie de paix? Franchement, je suis effaré de ce qui se passe. La semaine dernière, à votre place, Nicolas Dupont-Aignan, était Pierre de Gaulle, le petit-fils du général de Gaulle. Vous allez voir que vous partagez beaucoup de points de vue sur la diplomatie française actuelle. Je m'attache à la restaurer. Cette diplomatie qui a été déconstruite déjà par la disparition du corps des diplomates, en fait, des ambassadeurs, puisque chacun étant, je dirais, de la fonction publique peut occuper ses fonctions, et je crois que la fonction est même ouverte à d'autres horizons, mais vous perdez des gens qui ont des dizaines d'années d'expérience, et d'expérience sur le terrain dans la diplomatie. C'est donc l'image de la France qui est amoindrie, c'est la France qui en souffre, et c'est notre présence sur la scène internationale qui chaque fois diminue, avec une situation, on a réussi, nous Français, conduits par le président de la République, à se fâcher avec tous les pays de la planète. C'est-à-dire qu'on s'est fâché avec l'Afrique, on s'est fâché avec le Maroc, on s'est fâché avec d'autres pays, et on perd à chaque fois de la voix, on perd sa position. La France n'a plus véritablement voix au chapitre dans la diplomatie internationale. Nous perdons des débouchés, c'est aussi très important en termes de matières premières, et nous faisons une gesticulation en fait de communication dangereuse. Vous êtes fait pour vous entendre, visiblement. Tout est dit. Tout est dit. Il a une analyse très lucide et j'approuve tout ce qu'il dit et j'aimerais tant qu'on puisse travailler ensemble. Je lui ai proposé. C'est un appel. C'est un appel. Dans plusieurs semaines, il y aura une grande réunion en Suisse, une conférence pour la paix, nous dit-on, la paix en Ukraine, bien entendu. L'Ukraine exige évidemment que la Russie ne soit pas présente. Que pensez-vous de cette initiative ? Mais c'est grotesque.
Il faut que la Russie soit présente. On ne sortira de ce suicide du continent européen, de cette fracture entre l'Est et l'Ouest, que si on fait la paix le plus vite possible en Ukraine. Ça veut dire deux choses très simples. Le retrait des bases de la CIA d'Ukraine. Oui. L'OTAN doit s'arrêter à sa limite actuelle. Une démilitarisation de l'Ukraine. En faire une zone neutre. Et bien sûr, un retrait des troupes russes avec des garanties de l'ONU sur un référendum d'autodétermination du Donbass. Laisser la Crimée à la Russie, parce qu'elle a toujours été russe. Et vous savez l'historique, je ne reviens pas dessus. Bref, et là, on a une voie de paix possible. Et puis, bien sûr, ne pas faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Voilà. Ça, c'est le moyen de désamorcer. Vous savez, il suffit de regarder une carte géographique pour comprendre d'abord que la Russie n'a pas besoin d'avancer trop en Europe. Elle a un territoire gigantesque. En revanche, elle ne peut pas accepter qu'il y ait des bases à proximité de Moscou sur la frontière est de l'Ukraine. Comme les États-Unis n'ont pas accepté qu'il y ait des missiles russes à Cuba. Et comme nous n'accepterions pas qu'à Monaco et en Wallonie, il y ait des missiles chinois visant Paris. Enfin, il y a un moment, il faut revenir sur Terre, et c'est pas d'être pro-russe que d'être dire ça. Voilà. Mais en fait, nous avons des gens, dans beaucoup de médias français, et au pouvoir actuellement, qui ne réfléchissent pas. Ou alors qui sont achetés par des intérêts. Je ne sais pas. Soit ils sont idiots, soit ils sont corrompus. Je vous laisse libre choix. Alors, il y a aussi un point que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est cette fameuse politique de sanctions. Je ne sais plus, je crois qu'on est au 14e train de sanctions à l'égard de la Russie. Vous l'avez dit, des sanctions qui ne sont pas appliquées par tous ceux qui sont partie prenante de cette guerre, et tout particulièrement les États-Unis. En revanche, l'Union européenne souffre de ces sanctions, tout particulièrement sur la question énergétique. On le voit en France notamment, avec ce budget qui n'en finit plus d'être rediscuté. On l'a vu avec ces économies que Bruno Le Maire, qui a disparu d'ailleurs lui aussi, devait trouver. 10 milliards d'euros supplémentaires, peu de temps après avoir voté un budget. Finalement, vous avez voté un budget insincère à l'Assemblée. Tout à fait. D'ailleurs, un sénateur s'est rendu à Bercy, avec son pouvoir de commission des finances, et je crois que c'est M. Buffet, mais je peux me tromper de nom. Et il a vu que le ministre a menti à la représentation nationale. Il a bâti un budget insincère. Et pire que tout, il organise des changements de crédit par rapport à ce budget, moins 10 milliards de dépenses, plus moins 10 milliards, c'est-à-dire en tout moins 20 milliards, sans repasser par un projet de loi de finances rectificatif. Or, si je connais bien la Déclaration des droits de l'homme, la naissance du Parlement britannique et du Parlement français, à un siècle d'écart, c'est quoi? C'est qu'on doit voter l'impôt. Le conflit entre le roi et les représentants du peuple est né de ça, en Angleterre comme en France. Et donc, on est dans un système aujourd'hui où M. Le Maire gère le budget au mépris de la loi de finances qu'on a votée. Et tout le monde trouve ça naturel. Alors c'est pourquoi il y aura une motion de censure, 2 motions de censure d'après ce que je crois. Et bien sûr, il faut les voter, mais c'est extrêmement grave. D'ailleurs, tiens, je vous annonce que M. Le Maire, j'ai reçu une lettre chez moi, a porté plainte en diffamation contre moi. Oui, vous avez le scoop. J'ai reçu ça parce que j'ai dit que c'était de la haute trahison sur l'énergie. Il y a plus de 6 mois. Oui, c'est de la haute trahison. Notre électricité nucléaire est produite à un coût de 35 €, 37 €. Et on crée des parcs éoliens qu'on inaugure à 180 € avec des éoliennes qui durent 20 ans alors qu'une centrale nucléaire va durer 60 ans. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes public qui a dit qu'on avait dépensé 30 milliards d'euros pour des fournisseurs d'électricité privés qui s'étaient gavés. Et la fameuse taxe des super profits de M. Le Maire, elle a rapporté quasiment rien. Pourquoi on ne revient pas au prix national de l'électricité comme l'ont fait l'Espagne et le Portugal? Et M. Le Maire, il a été décoré des décorations allemandes. Donc oui, je dis haute trahison, je persiste et je signe. Et j'irai devant les tribunaux pour dire qu'on peut peut-être encore avoir la liberté de parole en France. C'est-à-dire non seulement on doit payer notre électricité 3 fois plus cher à cause des décisions du gouvernement et on n'a plus le droit de le dire. Non mais c'est quand même grave. Donc voilà, il a disparu, budget insincère, le pays est en faillite. Et ces gens-là nous donnent des leçons. Les bras m'en tombent.
Alors, en faillite, vous l'avez dit, il y a des trous dans le budget, c'est le moins qu'on puisse dire. Gabriel Attal est visiblement chargé de trouver quelques rustines. Parmi les solutions qui ont été évoquées, une piste qui est fort probable, qui va sans doute aboutir, c'est une nouvelle réforme de l'assurance chômage. Je crois que c'est la 3e, voire la 4e depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017. Je vous propose rapidement d'écouter le Premier ministre. On doit agir pour favoriser le travail dans notre pays. On a encore eu un record de création d'emplois. Le chômage est au plus bas depuis 15 ans dans notre pays et pour le chômage des jeunes, au plus bas depuis 40 ans. Et la deuxième chose qu'on doit faire, c'est inciter effectivement à la reprise d'emploi. Ça veut dire quoi ? 1, valoriser financièrement ceux qui travaillent. Et 2, avoir des règles, notamment sur l'assurance chômage. Et c'est ce qu'on va faire, effectivement, en ayant des règles d'assurance chômage plus incitatives à la reprise d'emploi. Bon, ils sont plutôt contents du travail qui a été fourni, visiblement. Ben d'abord, moi, je suis quand même révolté. Ce Blanc-Bec qui n'a jamais travaillé vraiment et qui n'a jamais connu la moindre difficulté sociale nous explique que tout va bien. Mais est-ce qu'il a vu des chômeurs de 55 ans qui ont envoyé 200 CV ? Alors dans l'extrait, il raconte justement qu'il a vu quelqu'un qui travaillait et qui était très mécontente de voir qu'elle travaillait pour 1 500 €, tandis que sa voisine ne travaillait pas pour quasiment le même prix. Non mais, je veux dire que, moi vraiment, il y a eu des abus, et il y a des abus. Moi je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas d'abus. Mais faire croire que tous les chômeurs sont des profiteurs, c'est absolument indigne. Il y a des abus sur les ruptures à l'amiable. Il y a des abus, et on peut corriger le tir. Mais en revanche, moi, vraiment, je suis un député de terrain. Le nombre de chômeurs que je vois, cadres ou pas cadres, qui ont 58 ans, 56 ans, 55 ans, qui sont chômeurs depuis 3 ans, je peux vous dire, ils veulent travailler. Il y a la moitié des chômeurs qui n'ont pas d'indemnisation, ne l'oublions pas, qui sont au RSA. Et dans ceux qui restent, la réforme qu'ils proposent va mettre à la rue des dizaines de milliers de personnes d'un certain âge qui sont refusées par les entreprises. Car quand les entreprises nous disent « on veut du monde », non. Quand vous envoyez un CV et que vous avez 58 ans, que vous êtes une femme ou un homme, on vous répond même pas. Donc, je crois que il faut quand même un moment être juste. Et j'aimerais juste là-dessus simplement parce que c'était une promesse d'Emmanuel Macron quand il a voulu réformer justement l'assurance, la question des retraites. Comme il voulait prolonger le temps de travail, il était convenu qu'il prenne en considération le fait que le chômage des seniors était un vrai problème. C'est encore une promesse non tenue. Non, mais je vais plus loin. Encore une fois, il y a déjà eu une réforme très dure. Elle commence d'être appliquée. Pourquoi on ne l'applique pas ? En fait, ils ne cherchent pas à résoudre le problème du chômage. C'est pas vrai. Ils cherchent à faire des excédents sur la branche assurance chômage, des excédents financiers, pour combler les gaspillages qu'il effectue. Pourquoi ils ne s'attaquent pas aux fausses cartes vitales ? J'ai écrit un livre où va le pognon. 15 milliards d'économies. 15 milliards. Pourquoi ils ne s'attaquent pas aux fournisseurs d'électricité ? La Cour des comptes, c'est pas moi, dit 30 milliards de gaspillage. Pourquoi ils ne s'attaquent pas au coût de l'immigration ? 5 milliards dans mon livre, et c'est bien plus, mais j'ai mis 5 milliards parce que j'étais le plus prudent, parce qu'on m'aurait dit que j'étais... Bon. L'Union européenne, plus de 10 milliards, on va arriver à 15 milliards. Donc, ce qui est insupportable dans ce régime, bien sûr qu'il faut traquer les abus, et il y en a. Mais mettre sur la paille, moi je vois des femmes qui ont travaillé dur, des hommes qui ont travaillé dur, qui se suicident. J'ai chaque année un suicide d'un chômeur. Vous savez, c'est terrible. Et de voir des gens comme ça, qui n'ont aucune conscience de ce qui se passe, qui n'ont pas vu un Français depuis... Il n'est jamais sorti du 7e arrondissement. Si, il se déplace dans la... Oui, en région, comme ils disent. En région, comme ils disent, parce qu'ils ne connaissent pas la province. Vous voyez, c'est... Je dis, attention, il y a des économies à faire, mais qu'on traque les vrais abus. Mais ça les intéresse. Ah oui, vous avez vu la dernière du Conseil constitutionnel. Tiens, on n'a pas entendu M. Attal. Vous avez vu la dernière ? C'est-à-dire que des clandestins vont se voir payer l'aide juridictionnelle par les impôts des Français. Donc, des chômeurs âgés vont être à la rue et vont dépendre du RSA payé par les départements. Et au même moment, le budget de l'aide juridictionnelle pour payer les avocats va être aujourd'hui accordé aux clandestins par une décision du Conseil constitutionnel. Mais c'est le monde à l'envers.
Donc voilà, c'est la France d'aujourd'hui. Et puis j'ai vu qu'ils voulaient s'attaquer aux arrêts maladie. Alors là aussi, il y a des abus. Mais il faut traquer les abus, en liaison avec les médecins, etc. Mais en revanche, dire qu'on rembourse pas, on paye pas les gens quand ils sont malades 7 jours. Mais qu'est-ce qu'on va faire quand on est au SMIC et qu'on est vraiment malade? C'est un quart, quasiment. Mais c'est monstrueux, socialement. Et puis, on va utiliser cet argent pour payer les clandestins, pour qu'ils aient des frais d'avocat, pour nous attaquer la France, parce qu'ils ont violé la loi de la République. Non, mais je veux dire, il y a un moment, mais on se dit, mais ces gens, où vivent-ils? Alors, il y a une autre piste d'économie qui est en marche, on va dire, sans mauvais jeu de mots, même si c'est pas présenté comme ça, c'est évidemment le projet de loi sur la fin de vie. Ah, alors là, vous allez me trouver... je vous renvoie à un discours que j'ai prononcé, j'ai eu 5 minutes du temps de parole des non-inscrits, j'ai eu cette chance, et j'ai bien étudié ce projet. Je peux comprendre d'où vient l'idée. On a tous connu dans nos entourages des souffrances abominables en fin de vie, faute de soins palliatifs adaptés. Et donc, il y a une tendance, et j'entends les gens, à dire, oui, mais tu vois, il faut bien autoriser à abréger les souffrances en cas de drame, etc. Bon. Et donc, la loi vient de là. Je comprends parfois ce sentiment qu'il y a, sauf que je veux le dire à ceux qui sont favorables à cette espèce de mot qui a été inventé de liberté de choix. Mourir dans la dignité. Bien sûr, mourir dans la dignité, ce sont les soins palliatifs. Donc si on veut mourir dans la dignité, si on veut l'aide à mourir, c'est le nom du projet de loi, c'est pas ce qu'il propose. Là, il propose de légaliser l'euthanasie et le suicide assisté comme jamais aucun pays ne l'ont légalisé. L'aide à mourir, pour moi, ce serait que dans tous les départements de France, il y ait des soins palliatifs dignes d'un pays civilisé. Et ça permettrait... aide en fin de vie, tout simplement. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce moment-là, le souhait des Français qu'on dit majoritaire, mais je me méfie des sondages, d'abréger les souffrances en fin de vie par une nouvelle loi, ne se justifierait plus. Parce que si les soins palliatifs fonctionnent, tous les médecins de soins palliatifs vous le disent, il n'y a plus la demande de mort de la personne désespérée et de sa famille. Donc moi je dis une chose très simple, je ne veux pas de cette loi, je veux d'abord qu'on généralise les soins palliatifs. Mais ils ne veulent pas faire ça. Alors d'abord ils font voter un petit article, on en a discuté sur les soins palliatifs, mais quand il y aura à côté dans le même service, dans le même hôpital, une autre porte où il y aura la légalisation de l'euthanasie ou de le suicide assisté, qui ira beaucoup plus vite, ils ont enlevé les critères qu'avait mis le gouvernement strict en commission. C'était pronostic vital engagé. Bon, c'est déjà difficile à définir. Absolument. Mais là, maintenant, c'est quelque chose de beaucoup plus souple. Je n'ai plus le terme en tête, mais c'est extrêmement souple. Ça veut dire que quelqu'un en dépression, comme en Belgique, une jeune femme, je ne sais plus quel âge, qui a été traumatisée par les attentats de Bruxelles, a été euthanasiée à 32 ans, je crois, parce qu'elle était en dépression. Dans l'Oregon, aux États-Unis, ce sont les plus modestes, ceux qui sont dans la solitude, qui n'ont personne, qui sont euthanasiés comme des chiens. C'est ça qu'on va avoir en France? Mais je comprends les soignants. Vous savez, la colère des soignants, elle est immense aujourd'hui en France. Parce qu'ils justement, voient... parce qu'il y a aussi cette question de la clause de conscience. Ah, il y a pire. Ils ont mis dans le projet de loi un délit d'entrave. Ça veut dire qu'un soignant qui va dire à un malade qui réclame la mort, « Avez-vous bien réfléchi? Je peux vous accompagner, je vais alléger vos souffrances, vous n'êtes pas seul, nous sommes là à vos côtés », eh bien, peut être attaqué par les associations de délits d'entrave à la mort. Mais vous vous rendez compte l'inversion totale des valeurs? Et le grand danger de cette loi, et c'est le dernier point qui me révolte, c'est que le choix du suicide, c'est un choix intime. Qu'une personne en fin de vie veuille se suicider, c'est son choix. Mais là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur une simple parole ou une déclaration ou un bout de papier anticipé, on va activer la seringue ou la laisser activer par la personne. Qui vous par dit... des volontaires. Oui, par des volontaires. Mais qui vous dit qu'il n'y aura pas un complot familial pour avoir l'héritage? Vous vous souvenez de cette période
il y a longtemps, où on mettait à l'asile des femmes qu'on jugeait folles. Mais en fait, c'était le mari qui voulait s'en débarrasser ou les héritiers qui voulaient capter l'héritage. Beaucoup d'histoires comme ça. Mais on peut avoir la même chose. Et François Mitterrand, qui n'est pas ma tasse de thé, dans les paroles qui ont été révélées par Madame Ansel, disait « Je connais trop la société pour faire confiance à ce système ». Ça veut dire, vous imaginez ce qu'il va y avoir, les procès qu'il va y avoir. Et il y a un certain pays, je crois que c'est aux Pays-Bas, il y a des procès, mais a posteriori. Bah ça, oui. Oui, quand la personne est morte. Donc je crois qu'on ne réalise pas la boîte de Pandore qu'on est en train d'ouvrir. On ne peut pas légiférer là-dessus. Et quand vous observez cette Assemblée nationale qui a validé le texte au fur et à mesure, qu'est-ce que ça vous évoque? Je vais vous dire, je suis d'abord très malheureux parce que c'est une vraie rupture. Ça veut dire que la société va tuer ses anciens. Voilà. Moi, je vais vous dire. Et ça veut dire... Il y a Jean-Marc Sauvé, je renvoie nos auditeurs, nos téléspectateurs, à un article de Jean-Marc Sauvé, qui était vice-président du Conseil d'État, qui est quelqu'un de très raisonnable. Dans le Figaro, il y a une très belle interview, on doit la retrouver sur Internet, où il explique avec des mots bien meilleurs que les miens, en quoi cette loi est d'un danger public. Parce que c'est une rupture totale. Ça veut dire que la société va tuer les siens. Et pour les soignants... Elle ne le faisait pas déjà avec la constitutionnalisation de l'avortement toute récente? Ah ça c'est une autre affaire, oui. Oui, mais finalement, c'est pas une autre affaire. Parce non, mais parlez debout. Que pour l'avortement, on parle de choix, quoi qu'on en pense d'ailleurs. Alors, pour l'avortement, on parle de choix. Pour l'euthanasie, on parle de choix. La seule chose pour laquelle on n'a pas pu parler de choix, c'est pour la vaccination. Oui. C'est amusant. Oui. Et je vais vous dire, en fait, moi je suis très inquiet parce que j'ai vu en venant sur un panneau d'affichage de la ville de Paris une propagande. Le droit à mourir dans la dignité est fondamental. Oui, bien sûr, par le soin palliatif, mais pas par quelqu'un qui va signer à ma place un document ou qui peut-être à un moment j'aurais envie de mourir, mais Robert Badinter a écrit un texte très juste. Alors M. Falorni m'a repris en séance parce que j'ai cité un texte de Robert Badinter. Robert Badinter dit « Toute personne à un moment de sa vie peut lâcher et avoir envie de mourir ». Et c'est un appel au secours et il a dit « Cette loi sera une incitation au suicide ». Il l'a dit, il l'a écrit. Eh bien, M. Falorni... Au moins le mérite de la... M. Falorni a ressorti une lettre de sa femme en disant, vous voyez, il n'a pas dit ça. Ah oui. Donc, je ne pouvais pas lui répondre. J'avais envie de lui dire, oui, ça va être comme les directives anticipées. Bien sûr. C'est la femme, le conjoint, le copain, le médecin, les enfants qui vont signer à la place des gens. Et il y a un autre phénomène, je veux insister là-dessus, qui existe dans certains pays, au Canada. C'est qu'aujourd'hui, beaucoup de patients en grande souffrance, quand ils voient arriver un médecin en blouse blanche pour leur faire les soins palliatifs, s'inquiètent et se disent « mais est-ce qu'il ne vient pas m'euthanasier ?» C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il va y avoir une rupture totale entre les patients et les soignants. Et il y a eu un très beau discours du député LR, Philippe Juvin, qui est grand professeur de médecine, et qui a fait un très beau discours. Et il y a eu un très beau discours de M. Daraville, qui est un député communiste. Et vous voyez, dans cette séance à l'Assemblée, ça traverse les clivages. Il y a ceux qui sont attachés à la vie, à l'égalité sociale, qui connaissent la société dans ses mauvais côtés aussi, et qui se disent « ne prenons pas le risque de voter cette loi ». Et puis il y a ceux qui sont des militants acharnés de cette espèce de suicide assisté, d'euthanasie, qui sont sans doute sincères pour beaucoup, mais qui ne se rendent pas compte que dans une société où les derniers jours de la vie coûtent très cher, il y a le danger que les plus faibles soient liquidés. Voilà, bon, je vous dis ce que je pense. Alors, je sais que c'est pas populaire. Alors quelqu'un m'a dit « Ah oui, vous savez pas ce qu'ils ont fait ?» Il faut que quand même les téléspectateurs sachent ça. On a reçu, tous les députés, un sondage fait par l'association... La DMD. Voilà, qui a envoyé un sondage à tous les députés. Et j'ai trouvé que c'était dégueulasse. Bon, je vous dis comme je pense. Et qui a envoyé un sondage disant 92% des électeurs du Rassemblement national sont pour, 90% des électeurs républicains sont pour, 90%... Vous voyez, pour nous mettre la pression. Une pression électoraliste en plus. Mais moi, je vais vous dire, je ne changerai pas d'avis, même si 99% de mes électeurs sont pour cette loi, je voterai contre. Tant pis.
Alors C'est ma conscience. on va quitter l'Assemblée nationale pour rapidement ouvrir le dernier volet de cette émission, c'est celle des élections européennes. Dans une semaine, les Français seront appelés aux urnes. La dernière fois que vous êtes venu, Nicolas Dupont-Aignan, je vous propose de vous réécouter. Oula. Moi, j'aimerais, pendant cette campagne européenne, en tout cas Debout la France, d'une manière ou d'une autre, proposera ce juste milieu qui est la dernière chance pour avoir une coopération européenne. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire une liste Debout la France. Ça veut dire qu'il y a une liste Debout la France. L'UE tue la France, l'UE tue l'Europe, libérons-nous, mais qui propose un scénario concret de reconstruction. Cette liste... Donc on est bien d'accord que là, on est dans l'entre-deux, c'est le scénario de l'autre Europe. Du Bruxit. Non, c'est pas l'autre Europe, parce que l'autre Europe, c'est ce que dit Marion Maréchal, que j'ai écouté, ou Bardella, c'est dire, en gros, on va changer le syndic, mais on reste à 27. Moi, je pense pas qu'on puisse rester à 27. Je pense pas qu'on puisse... Il faut en finir avec cette Union européenne. Une Europe sans Bruxelles, c'est une autre Europe, hein, Nicolas Dupont-Aignan. C'est plus du tout l'Union européenne. C'est une autre Europe. C'est vraiment un changement radical. C'est presque partir à plusieurs pour reconstruire, si je devais résumer. En tous les cas, on n'a pas de liste de Nicolas Dupont-Aignan dans les européennes. Et c'est dommage parce qu'il y a 2 à 4% selon des sondages d'électeurs qui voulaient voter Debout la France qui ne pourront pas. Alors je leur dois une explication. Absolument. La première, c'est que vu la gravité de la situation, dans notre pays, moi je veux rester au Parlement national. Et je ne me voyais pas faire semblant d'être tête de liste pour aller à Strasbourg et puis y aller et ne déserter l'Assemblée, ou ça aurait été hypocrite. La deuxième raison, c'est que j'avais des personnalités intéressantes que j'aurais aimé présenter tête de liste. Mais là, aucune banque ne voulait financer ma liste, puisque si on faisait moins de 3%, on devait payer 1,5 million d'euros et on n'était pas remboursé. Donc soit j'étais tête de liste et je mentais et je partais de l'Assemblée, c'était pas honnête, soit j'étais pas tête de liste et on pouvait pas la financer. Voilà, c'est tout simple. Et puis il y a une troisième raison, c'est qu'il y avait tellement de listes patriotes, je me suis dit, et on me l'a assez reproché souvent, il y a la liste Marion Maréchal, il y a la liste Bardella, qui disent quasiment la même chose entre nous, et puis il y a la liste Philippot et la liste Asselineau qui disent quasiment la même chose entre nous. Et ces 4 listes, je sais qu'il y a beaucoup d'électeurs de Debout la France qui ont envie de voter pour l'une d'entre elles. Est-ce que j'allais ajouter une 5e liste? Je me suis dit, est-ce qu'il ne faut pas être un peu raisonnable? On ne va pas refaire une 5e liste. C'est vrai, pour exprimer une position, vous l'avez exprimé, qui était une nuance entre le Frexit d'Asselineau et de Philippot, et entre on va changer à l'intérieur de Marion Maréchal et Bardella. Je trouvais que ma position était intéressante et un peu originale, mais je n'ai pas jugé utile de la proposer parce que aussi, je vais vous parler franchement, je déteste tellement cette organisation et ce Parlement européen de Strasbourg, qui pour moi est dangereux, participe de cet enchaînement de la France, que je me suis dit qu'il ne fallait pas muser dedans et qu'il fallait surtout muser, si je puis dire, et me préparer aux échéances nationales. Donc voilà. Donc on imagine que vous allez voter pour l'un des 4 candidats Exactement. que vous avez évoqués. Vous ne direz évidemment pas lequel. Je ne vais pas vous dire lequel parce que je vais vous dire, il y a toutes les nuances de souverainisme. Et je vois d'ailleurs les militants de Debout la France, il y en a qui vont voter Philippot, il y en a qui vont voter pour d'autres. J'ai une amitié pour Philippot parce qu'il est courageux. Pour autant, je pense que le Frexit qu'il propose doit être la dernière chance. C'est l'escalier de secours qu'on emprunte vraiment quand il n'y a pas d'autre solution. Et je trouve à l'inverse que Bardella et Marion sont un peu timorés, même s'ils vont dans le bon sens, parce qu'ils seront utiles. Voilà. Quant à Asselineau, je trouve que c'est quand même dommage qu'il fasse toujours cavalier seul. Et puis au fond, je vais vous dire, moi j'ai essayé d'unir tous ces gens. Même Lassalle aussi, parce que je rêvais que Lassalle travaille avec nous. Moi, je rêvais il a préféré travailler avec les macronistes. Là. Voilà. Et j'avoue que j'ai perdu patience et que je me suis dit, écoutez, j'ai tout fait. Je voulais qu'il y ait une liste Philippot, Lassalle, Dupont-Aignan, même Asselineau et d'autres, qu'on ait un vrai rassemblement souverainiste sur une ligne d'indépendance de la France, avec le Frexit comme issue de secours ultime, mais avant comme... Je pense que cette liste aurait pu faire plus de 5%. Mais j'ai pas été capable de les réunir et ça me fait énormément de peine. Et il y a un moment, je me dis, si ces appareils politiques continuent toujours leur petit chemin les uns, on n'y arrivera jamais. Donc la seule façon de bousculer les choses, c'est la présidentielle, parce que la présidentielle, c'est un homme face aux électeurs et les partis ne pourront pas bloquer le jeu. Voilà. Donc je le dis comme je pense.
quand on a un échec, il faut le reconnaître, je suis assez frustré en ce moment. Vous voterez quand même. J'irai voter, et je dis aux gens d'aller voter, c'est pas parce que j'y suis pas que je vais cracher dans la soupe. Il faut voter pour une des nuances du souverainisme, du plus souverainiste au plus accommodant, mais voter, faites donner une bonne claque à Macron, et je le dis aussi, parce que beaucoup d'électeurs ne comprennent pas le scrutin. C'est un scrutin à un tour, proportionnel. Pas de vote utile. Donc on va additionner les voix de ces 4 candidats. Et si ces 4 candidats faisaient plus de 50%, ce serait merveilleux. On n'y sera peut-être pas, mais je pense qu'ils vont faire un très bon score. Donc moi, je ne suis pas un mauvais joueur. C'est pas parce que j'ai pas réussi à faire une liste d'union que je vais dire aux gens, ah ben on n'y va pas. Non, allez voter. Votez contre Macron et contre Glucksmann, qui est un danger public. Votez patriote. Et puis, vous avez l'embarras du choix. Alors justement, et puis, on va se retrouver après, parce que, bien sûr, motion de censure, je l'espère un jour, dissolution, élection législative, et puis élection présidentielle. Alors justement, vous parlez de motion de censure. Marine Le Pen a déposé une motion de censure vendredi. Elle sera votée lundi, j'imagine, vous l'avez dit, que vous la voterez. Bien évidemment. Et je vais encore batailler, et là je m'adresse à ceux qui nous regardent, et il y en a sans doute qui votent encore LR, peut-être, je vais leur dire, mais téléphonez à vos députés, dites-leur de voter la motion de censure. Moi j'en ai assez, je l'ai dit à Éric Ciotti. Mais j'ai dit à Olivier Marleix, c'est Éric Ciotti, j'ai dit, vous ne pouvez pas critiquer tout le temps le gouvernement et être sa roue de secours. Votez la censure. Il faudrait dissoudre l'Assemblée nationale. Oui. Pour moi, en fait, est-ce qu'on peut tenir 3 ans encore ? Est-ce que le pays peut supporter 3 ans l'insécurité, l'immigration massive, la mauvaise gestion budgétaire, la crise du logement, la crise du pouvoir d'achat, ce cirque de politique étrangère? Non. Alors, il y a 2 solutions. Il n'y en a que 2 dans la vie. La destitution, je suis le seul à la proposer. Les autres ne veulent pas, donc je ne vais pas y arriver tout de suite. La dissolution, il a manqué 9 républicains pour censurer le gouvernement la dernière fois. J'appelle les Républicains à voter la censure parce que si on avait une dissolution, on pourrait avoir une nouvelle majorité, à condition que les partis s'entendent, qu'on ne fasse pas comme aux européennes, une nouvelle majorité. Et là, je peux vous dire qu'au moins, on éviterait les dégâts de ces gouvernements et on pourrait commencer de redresser le pays. Et pour moi, on ne peut pas perdre 1 minute, 1 année. Voilà. Alors, il faut pour ça, il y a beaucoup de si, c'est un pari en bouteille. C'est première condition que les Républicains se réveillent. Mais moi, je pense qu'ils vont perdre tous leurs électeurs s'ils ne se réveillent pas. Deuxième, c'est qu'il y ait une vraie dissolution. Que Emmanuel Macron ne cherche pas une espèce de politicaillerie avec Gérard Larcher et toute la bande, là. Troisième condition, que les Français votent, mais à condition que Marine Le Pen, Éric Zemmour, Dupont-Aignan, les autres, soient capables de présenter des candidats patriotes, globaux, et on y va. Et là, on serait majoritaire, on pourrait avoir un gouvernement de redressement national. Alors oui, il y aurait Macron à l'Élysée, ça serait mieux que rien, on éviterait les dégâts. Ça serait pas parfait, mais il faut le faire, et je le dis à Marine Le Pen, il ne faut pas attendre 2027, parce que dans quel état on va retrouver le pays en 2027 ? Ça sera encore plus dur de le redresser. Merci beaucoup Nicolas Dupont-Aignan. J'espère que les téléspectateurs vous auront entendu. J'espère que cette émission vous a plu. J'espère également que vous l'avez déjà relayée, comme on dit en bon français. Très important. Très important, que vous avez également commenté juste en dessous. Cliquez sur le pouce en l'air et puis bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne de TV Liberté, parce que je le dis souvent, mais YouTube désabonne comme ça régulièrement nos téléspectateurs pour voir si vous suivez. Sans doute, c'est sans doute très bienveillant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, chers amis, portez-vous bien. À bientôt.